pour être un enfant commence par être conçu. Nous sommes à l'étape de la conception de cette grande idée de l'Africain souverain. Et donc je représente le reflet, le réseau des femmes leaders africaines inspirantes. Et ce réseau m'a donné mandat de venir aux côtés donc, du réseau africain souverain, parce que c'est une question de souveraineté de l'Africain, pour venir parler des questions suffisamment avancées dans un certain nombre de pays africains, notamment le pays dont je suis ressortissant au Gabon. Il m'a été demandé de parler des violences comme étant un frein au développement. Vous voyez, la question de développement est autour de la problématique de ce jour. Mais le reflet fait quoi, me diriez-vous? Le reflet, c'est un cadre de réflexion des femmes africaines inspirantes que nous ne connaissons pas, puisque nous avons décidé, nous, femmes africaines, d'avoir comme référentes des femmes d'ailleurs avec des cultures complètement différentes de nous. Et c'est l'erreur que nous devions déjà corriger. C'est à la suite de ce constat, amer et regrettable, que certaines femmes d'Afrique, notamment celles du Congo démocratique, j'entends, avons pris la décision de créer ce réseau où nous attendons des jeunes également pour la durabilité de ce réseau. Ce réseau donc s'occupe de la vulgarisation du texte. Vulgariser les textes, c'est les rendre accessibles au plus grand nombre. Parce que souvent les termes exprimés ou employés dans ces textes ne sont pas compris par tout le monde. C'est pour ça que, humblement, je vous demanderai de me permettre de définir certaines notions avec des expressions simples, de sorte que les petites filles qui sont dans la salle puissent comprendre de quoi il s'agit. Alors, il m'a été donc demandé par le réseau africain souverain de parler donc, des violences faites aux femmes que nous considérons comme un frein au développement de l'Afrique. Parler de cette question, de la question des violences comme étant un frein, m'emmène ici à définir la notion de développement. Parce que nous pouvons l'apercevoir sans en saisir la portée, ni l'explication. C'est quoi un développement? Les femmes, c'est quoi un développement? Sachant que le développement, c'est toutes les transformations, multiples transformations qui se passent dans la société. Cette transformation peut être technique, cette transformation peut être culturelle, cette transformation peut être sociale, cette transformation peut être démographique. L'objectif de cette transformation, c'est d'arriver à la croissance. Cette croissance qui n'est que si vous voulez, la multiplicité, l'augmentation de la création des services et des biens pour les mettre à la disposition des populations afin de réduire les besoins fondamentaux. Et quand on en parle, on voit les routes, on voit les hôpitaux, on voit les écoles, pour ne citer que ces grandes infrastructures. On voit les universités, on voit mettre un peu partout tout ce qui peut permettre à la personne d'évoluer dans son cadre naturel. Donc le développement, ce sont toutes ces transformations que j'ai décrites qui visent une chose, l'amélioration des conditions de vie, la mise à disposition des services et des biens vers des personnes de manière inclusive, pas certaines personnes de la société qui peuvent avoir accès à l'hôpital, alors que là-bas, dans le Kivu, il y a des femmes qui meurent parce qu'il n'y a peut-être pas de lit. Chez moi, là-bas, en Aîné, il est impossible d'accéder, peut-être parce qu'il n'y a pas de route. Donc, les transformations qui vont améliorer les conditions de la route, les conditions d'accès à l'eau, vont être considérées comme étant les éléments du développement. Je souhaiterais que nous puissions sortir d'ici avec cette petite définition.
Alors si on s'est appesanti sur la notion du développement qui vise la croissance économique, en termes de l'augmentation de la production des services et des biens, pourquoi parle-t-on de la femme? Pourquoi la femme? Mais la femme est toute personne de sexe féminin qui participe de façon considérable à la création de la richesse dans un pays. Et cette création de la richesse dans un pays, dans le monde, ce que vous voulez, mais c'est un élément central, un acteur principal, un acteur multidimensionnel, un acteur à plusieurs casquettes. Dans mon jargon habituel, je dis que la femme est l'administrateur général d'une maison. Pourquoi? Parce que cette femme va être celle qui fait la cuisine, c'est une cuisinière. C'est celle-là qui tire la maison par le balai et les techniciens de surface. C'est celle-là qui fait les enfants et les porteuses de la vie. C'est celle-là qui sert les invités quand ils arrivent et les hôtesses de la maison. C'est l'urgentiste qui soigne lorsqu'il y a un enfant qui a un petit bobo ou le mari qui a un petit bobo, elle est à côté pour administrer les premiers soins. Elle est administrateur général. Je voudrais que vous applaudissiez pour les femmes. Que vous puissiez applaudir pour les femmes à l'orée de la fête des mères qui va se célébrer, je crois, demain. Alors, est-ce que cette femme qui a autant de casquettes participe au développement d'un pays? Oui, elle y participe. D'ailleurs, depuis la participation forte, intéressante de la femme dans le monde de l'agriculture, dans le monde du commerce, même en Angleterre, dans le monde de l'éducation, d'ailleurs elles sont en nombre impressionnant, notamment dans les écoles primaires. Je ne sais pas si c'est la même réalité au Congo, mais au Gabon, à l'école primaire et au secondaire, les femmes sont en nombre impressionnant. Dans le monde de la médecine, notamment les petites robes blanches, je parle là des infirmières, elles sont en nombre impressionnant. Dans le monde de la justice, elles sont en nombre écrasant. Je parle là des données de mon pays de Gabon. Je ne sais pas si c'est la même réalité, mais je crois qu'on est assez proche. Dans le monde de la justice, où elle n'occupe pas vraiment les postes de responsable. Mais en fait, c'est un autre sujet. Alors, est-ce que les femmes, lorsqu'elles sont violentées, elles... Merci à Diana d'avoir accepté à cette promesse. Et l'avenir du Congo est entre vos mains. L'avenir de l'Afrique aussi. Est-ce qu'on peut applaudir pour Diana, je vais me permettre de me tutoyer. J'ai une page qu'on appelle le salon de la place. Je me suis battue avec et contre bons et mal. Je t'invite à aller sur Facebook. Je regarde le salon de la place et je vais voir le plaidoyer et la bataille que je mène sur la question de la côte. Oui. Monsieur l'a dit, les parents mercantilisent les rapports normaux. Ça veut dire que les parents transforment la vie en marchandise que l'on vend. Là, on a encore vu comment on vend aux enchères. On met le produit au milieu, il y a les vendeurs, puis l'autre côté, il y a les acheteurs, puis on discute. Parfois, les femmes qui vont en mariage sont contentes. Elles pensent que leur valeur s'apprécie en fonction du prix que l'on paye. C'est un appel que je lance aux parents pour dire qu'arriver avec cette façon de faire. Au point où quand l'enfant va en mariage, lorsqu'une femme va en mariage dans ces conditions, et que les parents ont mis beaucoup d'argent,
je préfère ne pas quantifier parce que je ne connais pas exactement la conversion, mais je vais dire beaucoup d'argent. Cette femme est obligée de subir. Parfois, s'il tombe sur quelqu'un qui n'a pas été suffisamment éduqué, il va lui dire: je vais payer un peu de million. Donc tu es là, tu te tais, tu fais ce que je veux. C'était pas dans ces conditions. Comptons sur vous, la jeunesse actuelle. Le parent doit se considérer comme doit considérer ses enfants comme une assurance vieillesse. Quand cet enfant, le met à l'école, l'enfant a un diplôme, l'enfant travaille, et quand le parent ne va plus travailler, cet enfant a l'obligation de donner le défaut de son papa. C'est ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de prendre sa fille, aller la vendre à quelqu'un d'enfant qu'on ne connaît pas, parce qu'avant, lorsqu'il y avait des mariages en communauté, on appelle ça les mariages endogènes, on connaissait à qui, dans quelle famille on allait déposer notre enfant, et la dot n'était pas astronomique, c'était des symboles. Et je voudrais appeler les parents congolais à rester dans la symbolique de la dot. Parce que chaque article qui était déposé à la dot représentait quelque chose. Dans mon pays, par exemple, et dans la région du Sud, où je suis issue, on déposait, c'est quoi 10 000 francs CFA? Quelqu'un peut m'aider à 10 000 francs CFA, ça veut dire quoi? 30 000 francs. Non. 10 000 francs, 10 000 francs. 10 000 francs CFA. C'est quoi? Ça fait combien de dollars américains déjà? Dans le sac 15 dollars, 12 dollars, 13 dollars. Non, non, c'est un peu plus. 12 dollars, 12 dollars américains. Ça fait combien? 24 000 francs. De chez francs congolais. Avec ça, on épousait dignement une femme. Mais c'était à titre symbolique. C'était pas obligatoire. Et puis on déposait l'enclume. L'enclume signifie la solidité du mariage et l'impossibilité de divorcer, avec une lourde responsabilité pour le chef de famille. Et quand il prenait cette enclume, il déposait devant la dulcinée, donc la femme à épouser. Cette dernière déposait les pieds nus sur l'enclume pour dire: j'accepte de m'asseoir à vie. Et lorsqu'il y avait un problème au cours de ce mariage, parce que c'est jamais un long fleuve sans trouble, les parents désignés intervenaient. Et les parents qui intervenaient, ce sont les parents chez qui on dépose les mariés pendant la célébration du mariage, qui étaient responsables de ces enfants. La fille, on allait la déposer chez le fils de la belle-mère, et le garçon chez le fils du père de la fille pour marier. C'était eux les responsables de ce groupe, qui devaient intervenir et tout faire pour amener la calme, pour amener le calme lorsqu'il y avait un problème dans le groupe. Il n'y avait pas ces dons astronomiques. Chez nous, ça va jusqu'à 50 millions. Quelqu'un peut me faire la conversion? 50 millions. Il y en a qui demandent un 4x4 neuf. Maintenant, 4x4. Et ma fille est diplômée, ma fille est ici. On veut faire dans la démonstration de richesse, ne sachant pas ce qui attend le plus tard. Il y en a qui demandent des congélateurs, des matériels d'une certaine épaisseur, des compotes minutes, des réfrigérateurs. Oui, il y a plus de sécurité. Alors, j'ai poussé un coup de cœur. J'ai poussé un coup de cœur en disant que chez nous, il y a une loi qui date de 1963 et qui interdisait la dot, qui disait oui pour le mariage coutumier, mais non pour la dot. Et nous, au salon de la femme, nous avons dit oui pour la dot, mais une dot symbolique. Et le monde entier s'est réveillé
pour s'assumer. Parce que j'ai dit que la femme n'était pas choisie. La femme était, elle n'est pas considérée. Et lorsqu'elle partait en mariage, il fallait considérer son engagement. Parce que celui qui a interdit la dot, donc le volant là, le blanc, chez nous, je soupçonne que c'est lui, même si c'est nous qui avons signé. Il a non seulement interdit la dot, il a interdit la dot, mais il a paralysé tous les effets du mariage. C'est-à-dire que vous n'avez qu'un statut d'époux. J'ai poussé un coup de cœur. Allez regarder cela et vous allez comprendre que votre souci est également partagé par votre salon natal. Alors, ce qu'il faut tirer comme leçon de ce que cet enfant vient de nous dire, c'est de demander à les jeunes filles là, qui sont en train de se marier à la culture, d'arrêter d'aller vous vendre. Parfois, c'est vous-même. Vous voulez montrer à la voisine ou bien à celle qui s'est mariée que celui qui vous marie peut faire plus que vous allez inventer le montant pour aller dans la souffrance. Non, soyez souverains. Tenez compte de la réalité des moyens de votre partenaire, parce que vous décidez désormais de vivre avec lui. Donc, n'allez pas le noyer. Si vous allez avec cet esprit, votre mariage n'ira pas bien. Je parle d'abord des responsables. Et s'agissant des parents, il revient également à la jeune fille de conscientiser ses parents. Pour dire non, papa, vraiment ce que tu demandes, c'est un peu exagéré. Parce qu'en plus, il y a une liste qu'on envoie avant, c'est pas bien. Les parents doivent avoir un peu honte. Mon papa qui avait un pied ici, voulait aller épouser une fille pour mon petit frère. Puis il a demandé la liste, il a dit, mais ça fait longtemps que tu es avec ta pauvre fille. Est-ce que ses parents peuvent envoyer la liste? Ils ont envoyé une liste, recto, verso, recto, verso. Et mon père a regardé la liste comme ça, c'est un monsieur de l'ancien temps, qui a fait ça. Il a dit, mais ma fille, tes parents n'ont pas un peu honte, vous ne mangez pas chez vous? Voilà. Il a dit non, mon fils ne vient pas cacher. Il faut repartir avec la liste, dire aux parents que le beau-père a dit, tu n'es pas à vendre. Et puis elle est partie, et on n'a pas épousé pendant que mon père. Ils se sont mariés après, et ils n'ont pas fait 5 ans qu'ils sont séparés. Donc vous voyez que nous-mêmes, on est responsables parfois de nos malheurs. Les parents, c'est petit. Ce n'est pas les parents qui vont se marier. Allez voir sur ma page Facebook, le salon de la femme, ou sur ma page personnelle, si vous voulez, vous allez voir, le débat était au bleu. J'ai dû faire plusieurs, même des universitaires, des professeurs d'université qui sont venus me répondre. Et j'ai eu le sens de la répartie. Je suis allée un peu fort. Mais après, on s'est compris. Donc la question de la dot est une question vraiment qu'il faut regarder avec beaucoup. Et je demandais aux parlementaires d'intervenir parce que j'avais été invité au Parlement pour donner la part de la société civile sur la question de la dot, où je disais de la rendre symbolique. Mais la question est toujours sur la table des parlementaires. Le projet de loi disparaît, il réapparaît, il disparaît, parce qu'il ne s'accorde pas sur les gens. Et puis, je me tourne vers vous, monsieur. Vous avez entendu notre enfant. Quand un enseignant dit à un enfant, mais tous les malheurs proviennent de la femme. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il veut fabriquer? Déjà, elle va grandir avec cette idée qui dit que je suis une porteuse de malheur. Est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on inculque aux enfants? La mission d'enseigner est une mission délicate parce qu'on forme les vies avec nos propos, avec nos méthodes, avec la pédagogie que l'on choisit. Nous transmettre la connaissance et au-delà de la connaissance, les valeurs éthiques. On peut dire à un enfant qui grandit, qui vient demander à l'enseignant, mais pourquoi les femmes sont à chaque fois victimes de violences, on les tabasse? Il dit que oui, mais parce qu'elles portent les malheurs, ce sont elles qui portent les malheurs dans les maisons. Alors, c'est sûr qu'il a une femme, donc lui-même accepte les malheurs. Il a dit, il faut aller dire à l'enseignant que j'ai vu tata là-bas, elle m'a dit que ce n'est pas tout à fait vrai, parce que la femme apporte le bonheur.
bonheur. Et c'est dit par Dieu, la femme c'est le bonheur. Lorsque vous avez une femme, vous avez le bonheur dans la maison. Pourquoi? Parce qu'elle va, si Dieu lui a fait grâce de faire les enfants, elle va bien vous rendre les enfants qui vont, si vous voulez, alimenter votre vie. Et au-delà du fait qu'elle soit administrateur général de tout ce que j'ai dit avant. Madame Paulette de l'ONG Actuelle Vision de la femme. Au Gabon, dans la loi qui a été faite, dans la loi, nous avons prévu une partie consacrée à la prévention et à la sensibilisation. La sensibilisation devait porter sur les enseignements, sur les violences à éviter, sur n'importe qui, et qui devait se faire depuis l'école primaire. Ça se fait. Le ministre de l'Éducation nationale fait le tour, accompagné du ministre de la Justice, dans les établissements de la capitale et de l'intérieur du pays, pour déjà dire aux gens d'arrêter de poser des actes de violence. Et dans la sensibilisation. Et puis les organisations non gouvernementales, entre autres notre association, notre plateforme associative, nous faisons beaucoup de sensibilisation. Nous allons dans les établissements des jeunes de 10, 15, 12 ans, où nous évitons tout le monde, parce que parfois ces jeunes-là grandissent avec l'esprit de violence et ils transposent ce qu'ils vivent chez eux, il faut leur dire que ce n'est pas bien. Donc si on va dans la maison, on se dit, on espère qu'on peut rattraper avec nous. Donc nous faisons beaucoup de sensibilisation et nous vous demandons également de faire votre part dans la sensibilisation. Et vous deviez éviter tout le monde. J'arrive dans une société et puis on me dit, vous pouvez dire, parler des violences faites aux femmes, de l'élimination des violences faites aux femmes. Et puis le PDG me dit, non, j'ai demandé aux femmes d'être là et je lui ai dit, si les hommes ne sont pas là, je ne vais pas. Parce qu'il y a des hommes qui posent les actes sans savoir que ce sont des violences. Ce sont des hommes qui sont les meilleurs défendeurs de la cause des femmes. Et donc il n'y a pas de raison qu'ils soient exclus de la sensibilisation. Plus grave, c'est de faire croire à tout le monde que ce sont les hommes qui sont auteurs des violences, alors que parfois c'est nous-mêmes. D'où l'intérêt d'appeler tout le monde, parce qu'on a besoin de tout le monde pour une société équilibrée. Alors, la loi sur l'élimination des violences faites aux femmes va emmener le législateur à condamner à 5 ans d'emprisonnement tout officier de police judiciaire qui s'abstiendrait de recevoir la plainte. Donc si on prend 5 ans d'emprisonnement parce qu'on refuse de recevoir la plainte, imaginez celui qui va demander de l'argent. 5 ans d'emprisonnement. Parce que le constat qu'on avait fait, c'est que les femmes n'arrivaient pas à aller se plaindre des violences qu'elles vivaient lorsque elles étaient simplement avouées par les officiers de police judiciaire. Je n'ai pas dit le sexe de ces officiers de police judiciaire. Ça pouvait être les femmes comme les hommes qui disaient non, il faut le partir à la défense. Ça, c'est une question de couple. Renvoyant la femme à l'abattoir. Et donc, lorsqu'une femme est victime de violence, va dans une unité de police judiciaire, l'officier de police judiciaire est obligé de recevoir. Et votre humble serviteur, qui officie désormais à l'École nationale de la magistrature, a formé des juges spécifiquement formés pour connaître les questions de violence sur toute l'étendue du territoire national, où il y a un pool de juges formés pour connaître les questions de violence faites aux femmes. Là, il y a des mesures de prévention qui se caractérisent par des ordonnances de protection des femmes victimes de violences. Peu importe leur situation, mariée ou pas mariée, lorsqu'elle vient voir le juge pour dire que ça ne va pas, elle apporte la preuve, tout de suite une décision est prise dans les 2-3 jours qui suivent pour la mettre à l'avant. Et le président de la République a mis en place tout un commissariat dédié aux violences faites aux femmes avec des lits qui sont là-bas. Lorsque les femmes arrivent, elles sont aussitôt prises en charge, on les garde là-bas 48 heures pour ensuite les mettre dans un centre qui a été dédié à cet effet, où elles peuvent rester pendant 6 mois, parfois avec leurs enfants. C'est une question de volonté politique. Et la volonté politique ne peut se faire avec, parce que c'est vous qui l'êtes. Si vous ne faites rien, rien ne sera fait.
passe au Gabon et ce que je veux. Donc, est-ce qu'on peut avoir, on peut exempter ces personnes des frais? Oui, chez nous c'est gratuit, toute la procédure est gratuite. Ça peut se faire également ici, où l'État va prendre en charge toutes ces questions. Mais si on va voir un avocat, l'avocat, c'est un commerçant. Il vit de cet argent. Il ne peut pas vous recevoir gratuitement parce qu'il a des charges à supporter. Par contre, si l'État dit je peux payer les avocats qui sont commis d'office, à ce moment, l'avocat va faire sa note honoraire et puis l'État va payer. Mais si vous allez voir un avocat, l'avocat il dit de ça. Si vous privez l'avocat de ces choses-là, ça va être compliqué pour lui de vivre. Et donc, il suffit que vous puissiez faire des plaidoyers, aller à l'Assemblée, aller voir des amis qui sont ministres, qui sont députés, tout ça là, pour porter la question. Mettez en place un système de lobbying pour porter ces questions-là. Allez voir la première dame, parce qu'elles sont là effectivement pour des questions caritatives. Faites tout, forcez la porte, parce que c'est vous qui élisez les dirigeants. Ils sont là pour vous, pour répondre à toutes ces préoccupations. N'allez pas faire de la politique. Allez vous poser des véritables problèmes de société et je vous assure que les solutions vont être faites. Oui, je suis d'accord avec vous sur l'adéquation entre la dénonciation et la responsabilité. Lorsqu'on dénonce quelqu'un pour les questions de violence, et notamment la question du viol qui est assez grave, la personne auteur de ces faits-là doit aussi prendre conscience de ce qu'il a commis un acte grave et qu'il doit tout faire pour ne plus recommencer. Donc on rentre là dans le cadre de la correctionnalisation. Mais chez nous, c'est criminel. Pourquoi? Parce que la victime du viol porte des stigmates toute sa vie. Vous savez que chez nous en Afrique, c'est compliqué. Parfois, les parents sont au courant que l'enfant a été victime du viol. Ils vont appeler, ils vont se mettre entre eux, il faut demander pardon, mais ils se foutent pas mal de la situation psychologique de cette personne. Et on s'étonne des homosexuels. Parfois, ça se fait. Parfois. Je ne dis pas que c'est souvent, mais parfois. Alors, donc, lorsqu'une question comme ça est portée, allez chez les autorités dénoncer pour que la personne réponde de cette acte et soit responsable à l'avenir et que cet acte-là dissuade également les éventuels problèmes. Monsieur Bernard, vous faites constater que lorsque les femmes font des dossiers pour des accompagnements, c'est des dossiers qui n'ont pas un impact social. La cuisine n'a pas un impact social, j'en ai sûr. La coiffure n'a pas un impact social, la décoration également. Je connais des décorateurs qui demandent 15-20 millions de francs. Dévorer. À moins de ne pas comprendre la portée de l'impact social selon vous. Aucun métier n'est à négliger. Aucun métier n'est à négliger. Il n'y a pas de métier de femme, il n'y a pas de métier d'homme. Mais là où je vous rejoins, c'est que si vous pouvez accompagner ces jeunes gens dans la confection de projets, commencer par les former. Et je voudrais attirer l'attention donc du pouvoir public, et là c'est un plaidoyer à ciel ouvert que je fais, pour qu'il n'y ait pas de discrimination professionnalisante. Qu'on ne choisisse pas certaines professions pour les hommes et d'autres pour les femmes. Dès lors qu'on commence à faire cette distinction, on ne peut pas être étonné de ce que les filles soient orientées vers la cuisine. Mais je ne sais pas de quelle cuisine il s'agit, parce que moi, de ma petite expérience, tous les grands cuisiniers que j'ai vus, sont les hommes. Donc ça n'est pas là. Et même à la présidence, je ne sais pas s'il y a des historiens, ce sont les hommes. Donc ce n'est pas un métier à négliger. Il faut les emmener plutôt dans un processus comment est-ce que j'avais appelé ça, un combat, de partir donc du
cadre informel vers le cadre formel avec un suivi visible, de sorte qu'ils partent de leur trois petites personnes à qui ils font la manucure pour mettre en place plus tard un institut où ils vont se faire à peu près, peut-être même, je ne connais pas les montants ici, le jour, essayer de parler en dollars, ils peuvent faire même, $500 ça existe. Mais il faudrait les former, il faudrait voir dans quelle mesure les obliger ou bien les orienter vers les centres. Elles pourraient être suffisamment outillées. Donc, je ne pense pas qu'elles ne soient pas suffisamment outillées, qu'elles ne soient pas prêtes. Elles sont bien prêtes, mais elles ont besoin d'un cadre. Merci. On va prendre trois questions. On va passer parce qu'on a déjà pris au moment ici, c'est beaucoup. Après, M. le PCF qui va intervenir, il y a un petit collègue. On a en tout cas rencontré, soyez vraiment précis et direct pour vos questions. On avance. Pour espérer atteindre, la moitié de l'employabilité en Afrique d'ici 2035, nous devons être en mesure de créer environ 500 millions d'emplois. C'est un défi énorme, je ne sais pas si vous imaginez. Si on doit faire des calculs, essayez d'imaginer de diviser par exemple 500 millions d'emplois par 5. Genre, on se dit, on essaie de les diviser par 5 pour voir quel chiffre on peut avoir par année pour atteindre les 500 millions d'emplois. Ça nous fera 100 millions d'emplois par an. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Afrique, en général, telle que nous l'avons, est en mesure ou a les capacités techniques, théoriques, etc., pour générer 100 millions d'emplois par an? C'est ça les questions en fait. Parce qu'à un certain moment, si on réfléchit de manière isolée, chaque État dans son coin, on n'aura peut-être pas l'opportunité de regarder la question dans son ensemble. Alors que nous sommes interconnectés et interliés. Et pour ces questions-là, notamment les questions liées à l'emploi, il est peut-être l'heure de commencer à réfléchir de manière globale ou collective, parce que nous avons le même défi en termes de failles en commun, nous avons les mêmes failles en termes de défis techniques en commun et même scientifiques. Ce qui fait que nos faiblesses commencent à coordonner et à conjuguer ensemble. Donc, le défi de l'emploi, par exemple, l'entrepreneuriat, l'employabilité et l'entreprise, pour qu'elle soit efficacement réglée, elle devient aussi une question qui doit être prise en compte au niveau de la société civile, ça veut dire les associations, les ONG, les particuliers, les entreprises, pour qu'en accompagnement, sinon en appui aux décisions et initiatives publiques des États africains, on puisse espérer relever ces défis. Parce que, imaginez-vous, sur le total de la population que nous avons en Afrique, si d'ici 2035, nous ne faisons pas violence pour parvenir à créer 500 millions d'emplois, ça veut dire que nous aurons plus de la moitié de la population africaine chômeur d'ici 2035. Je ne sais pas si vous imaginez. Ça veut dire peut-être que nous sommes là. Si on n'arrive pas à mettre en place un mécanisme, la collaboration nécessaire pour générer 100 millions d'emplois par an, d'ici 2035, nous aurons plus de la moitié de l'Afrique chômeur. Donc c'est une question qui a une importance tellement magistrale que il est temps qu'on puisse ouvrir la réflexion ensemble pour voir. Plus ça se présente de cette manière, quel est le comportement qu'on est censé avoir, quelle est l'attitude que nous sommes censés avoir en ce moment, et comment nous pouvons coordonner effectivement les actions en réponse pour espérer atteindre même la moitié de ce chiffre d'ici 2035, même la moitié, parce que 500 millions c'est l'idéal, ce serait l'idéal pour qu'on atteigne au moins la moitié. Mais techniquement et clairement, c'est un défi énorme, peut-être incroyable vu la réalité de notre environnement. Mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut qu'on se dise déjà, bon,
comme on a les cerveaux, on a peut-être la connexion et les techniques qu'il faut, on peut déjà commencer à réfléchir ensemble pour voir dans quelle mesure nous pouvons répondre à ces défis-là. Donc ça, c'est la première pensée de base. Et la question de pouvoir en parler déjà pour relayer l'attention de tout un chacun de nous sur la question et comprendre que ce n'est pas une question qui sera relevée ou résolue en individuel, malheureusement. Parce que là, vu la profondeur de la question, il faut qu'on puisse vraiment, par rapport à l'esprit Afrique Action, coordonner nos actions en tant qu'une grande communauté africaine pour pouvoir travailler et réfléchir ensemble dans ce sens. Ça, c'est la première pensée. Et par rapport à la deuxième pensée, depuis un certain temps, nous observons que, en ce qui concerne les programmes d'accompagnement technique extérieur, en ce qui concerne le fonds lié à la coopération pour le développement, en ce qui concerne même la compagnie des institutions financières comme les FMI et tout le reste, donc tout ce que nous cherchons à faire, il y a une obligation sur la prise en compte de la protection de l'environnement dans ce que nous cherchons à faire en tant qu'Africains. Surtout nous, les amis africains qui avons l'opportunité d'avoir des forêts, de l'eau, tout ça. Ce qui fait que ça devient une question, je dirais, fondamentale ou obligatoire pour parler des mécanismes de développement dans notre environnement. C'est-à-dire, si quand on négocie avec les partenaires, nous sommes obligés de tenir en compte la protection de l'environnement dans tout ce que nous faisons comme PME, entrepreneuriat, entreprise, usine, dans tout, on nous oblige de tenir compte de ça, ce qui est une bonne chose. Mais maintenant, la question c'est, est-ce qu'il y a une adéquation, je dirais, raisonnable ou proportionnelle entre toutes ces exigences de protection de l'environnement, d'accord, pour les prises en compte de la protection de l'environnement, par rapport à ce que nous avons besoin comme niveau du développement attendu. L'objectif de ces assises, c'est pour échanger, partager et s'informer. Je pense que je vais aborder 3 questions. Je prendrai dans la réponse, je vais prendre ici, je prends ici Alain Médrin, de l'autre côté, je vais parler. C'est lui qui a une question, mais simplement vous pouvez répondre. Je suis Madame Koumba, je suis avocate, entrepreneur et puis formatrice et coach. J'ai suivi avec beaucoup d'attention ce que M. Yannick vient de nous dire. Alors, ma préoccupation est par rapport, j'ai noté que nous devons nous mettre ensemble pour relever les défis qui nous attendent. Alors, j'aimerais que vous puissiez nous dire qu'est-ce que vous attendez de nous. Quand nous devons nous mettre ensemble, c'est nous tous, sans exception, ou bien vous avez catégorisé des personnes qui peuvent travailler ensemble pour relever les défis. Alors, les défis, comme vous l'avez dit, énormes. Je voulais simplement que vous puissiez seulement nous dire qu'est-ce que vous attendez de nous, que vous avez invité aujourd'hui. Je pose la question à M. Yannick. Vous avez dit dans la thématique, on a généré 500 millions d'emplois en Afrique ici. Ma question est celle-ci. La cible majeure d'abord aujourd'hui, c'est la jeunesse. Alors, quelles sont les résolutions de votre part? Quelles sont les résolutions pour qu'on puisse s'en sortir, pour générer la situation dramatique au sein de la jeunesse? Parce que la cible aujourd'hui, c'est la jeunesse. Vous avez dit qu'on devait encore générer 500 millions du terme d'aujourd'hui. Alors la question est celle-ci. Quels sont les mécanismes liés pour garantir et protéger l'intérêt de la vie au niveau de l'Afrique, c'est-à-dire voir à ce stade?
Lorsqu'on parle de l'Afrique sur comment générer 500 millions d'ici à 2035, nous sommes en Afrique. Alors, Afrique a plusieurs pays. Comment créer un équilibre, standard pour générer 500 millions ici en Afrique? Puisqu'il y a plusieurs pays en Afrique et chaque pays a ses régimes, a ses modalités de gestion. Merci. Je dois en parler avec le président pendant la semaine, mais je voudrais sentir trop occupé dans tout ce qui était organisationnel de ce programme. Il n'y a pas eu un répondant par rapport à ça. J'ai bien aimé la thématique de ce programme, mais mon souci, mon inquiétude, ou un peu, je voulais juste avoir un peu notre technique d'approche que l'on a lorsque nous parlons de la création d'emplois par rapport à ce quota qui a été fixé, par rapport à une projection pour ce qui est de cette deadline-là, par rapport à la menace des emplois que nous constatons dans les autres continents, dans les pays développés, l'Europe, les États-Unis et tout, où aujourd'hui il y a un sérieux problème, il y a une menace vraie par rapport à l'ascension de tout ce qui est comme technologie, notamment chat, GPT et de l'intelligence artificielle. Il n'y a pas plus récemment, je pense, vendredi ou jeudi, dans une entreprise comme ça à Londres, où on a eu à engager un robot. Et le robot, en quelques heures, a produit le travail de 250 employés à l'espace d'un jour. Un travail qui pouvait prendre une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et aujourd'hui, avec tout ce qui est en ascension de la robotique, aujourd'hui, même ceux qui sont dans ces secteurs-là, Google, ceux qui sont dans ces secteurs-là, comme Microsoft, qui aujourd'hui a vraiment supplanté Google par rapport à ce qu'il a lancé, de l'intelligence artificielle, ChatGPT, on se rend compte qu'aujourd'hui, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, ou encore dans le bloc des pays développés, ce sont comme ça des millions d'emplois qui sont menacés. Nous avons aujourd'hui des entreprises au Japon où, à la place d'avoir un DG, un être humain, on a un DG qui est un robot. Les DG qui est robot, ils ne tombent pas malades. Les DG qui est robot, ils ne demandent pas des allocations familiales. Les DG qui est robot ne pourra pas vous traduire demain en justice en cas de problème. Donc les employés, les chefs d'entreprise aujourd'hui dans le pays développé trouvent qu'il est mieux de s'acheter des robots qui pourront faire le travail des êtres humains sans pour autant se plaindre. Et aujourd'hui on se pose la question dans cette société-là, quel sera le rôle de l'être humain? Il y a quelques années, cela paraissait être une science-fiction avec le film de Will Smith, Robot 1, Robot 2, mais aujourd'hui on se rend compte que c'est une réalité. Dans une approche mondialiste, par rapport à la configuration géopolitique actuelle, nous ne pouvons pas nous exclure de cette réalité pour dire que nous avons notre façon de voir les choses et que nous ne serons pas influencés par ce qui se passe ailleurs. Est-ce que nous aussi nous sommes en train de penser les choses pour voir cette menace-là? Si aujourd'hui, avec ce qu'il y a comme mondialisation, globalisation, suppression des frontières... La question. J'ai compris la pensée en fait des préoccupations. Oui, donc c'était ça. Est-ce que cette influence-là, une fois que ça arrive ici, est-ce que nous avons prévu un contrepoids, voir comment y remédier, alors que nous pensons aux création d'emplois, alors qu'ailleurs c'est le perte d'emploi et les menaces d'emploi. Donc voilà, merci beaucoup. J'ai compris la question. L'essence de votre question, c'est comment cela va se passer? Avec qui? Quelles sont les attentes? C'est ça la base, non? Ça va se passer comment? Avec qui? Quelles sont les attentes? Donc c'est pas la mécanique. Je pense même en temps à l'avocat d'avocate, je reprendrai en même temps à M. Chris qui a parlé de l'influence ou sinon de, entre guillemets, les effets d'entraînement. Déjà, comment ça va se passer, la mécanique? Bien là, dans la mécanique, il y a un élément de base qui est la prise de conscience. Ça, c'est le premier élément. Et c'est ce qui constitue même la raison d'en parler aujourd'hui. Prise de conscience. C'est-à-dire, est-ce qu'on en a d'abord pleinement conscience? En tant qu'élite, technicien, scientifique, est-ce que nous en avons conscience? C'est ça la mécanique. D'abord, prise de conscience. Une fois qu'on a pris conscience, qui est censé agir? C'est nous qui est censé agir, c'est nous.
l'élite. Quand je parle de l'élite, je parle de qui? Je parle de 10% des Africains. Je rentre d'abord pour le cas du Congo. Nous sommes 100 millions et il y a environ 10 millions seulement qui ont eu l'opportunité d'être à l'université. Et ça sera peut-être 20 millions d'ici 2050. Ça veut dire, dans les 100 millions, ceux qui auront l'opportunité d'accéder aux connaissances pour comprendre ces choses, ça sera plus ou moins 10 à 15% de toute la population. Je ne sais pas si on se comprend. Ça veut dire que simplement 10 à 15% d'entre nous, dans les 100 millions, auront l'opportunité de comprendre ce qu'on dit d'ici 2050. L'opportunité de comprendre. Ça veut dire que 10 à 15% prend toute la responsabilité pour les 100 millions, qui sera peut-être 150 millions d'ici 2050. Vous comprenez l'esprit? Donc, prise en compte, qui est la clé? C'est l'élite. L'étudiant, le chômeur qui a accédé aux connaissances, à la formation, et tout ça. D'abord, cette sphère-là, c'est nous les premiers responsables. Et donc, il faut agir avec nous. D'accord? Les attentes. D'abord, nous devons procéder de la manière dont on n'avait jamais procédé avant, c'est-à-dire l'action participative. C'est comme ça qu'on parle même d'action. Il faut que l'action ou la réaction devienne participative. C'est-à-dire qu'on essaie de voir entre nous comment on peut déjà commencer à initier les choses pour aller dans le sens de la solution dans ce sens. Vous comprenez? Les attentes, c'est simple. Nous voulons parvenir à avoir une société qui sécurise sa population, ça veut dire assure son développement et assure l'épanouissement de sa population par elle-même. C'est ça l'attente de base. Vous êtes avec moi jusque-là? Donc c'est de cette manière-là. Alors, la vie a dit, quelles sont les résolutions? D'accord? C'est ça qu'on a. Quelles sont les résolutions? Eh bien, nous sommes encore dans la première étape, l'étape de la prise de conscience. Là, d'abord, il est question qu'on puisse prendre conscience pleinement de la question, nous en tant qu'élite. D'accord? Après cette étape-là, nous allons maintenant atteindre l'autre étape, c'est l'étape de la programmation de notre action. C'est-à-dire qu'il faudra après qu'on puisse programmer et coordonner les actions dans ce sens-là. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Parce que les environnements n'ont pas les mêmes réalités. Kinshasa n'a pas les mêmes réalités que le Maniema, que le Bujimaï, et même les communes de Kinshasa n'ont pas les mêmes réalités. Si vous habitez à Kinshasa, par exemple, la majorité des jeunes font sortir les sables dans la rivière, bien en feu l'eau, et ils cassent les graviers. C'est ça l'activité de base là-bas. Parce que c'est adapté à leur environnement. Mais par contre, si vous allez par exemple à Kinshasa, à Gikol et Maloulou, la majorité des jeunes sont peut-être pêcheurs. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc chaque environnement a des réalités comme ça différentes, et c'est en fonction de ça que nous allons progressivement monter un programme d'action et une coordination de cette idée-là. Mais pour l'instant, nous devons prendre conscience. Et c'est ça l'objet pour l'instant. D'accord? Alors, maman société civile, maman Nancy, c'est ça? Elle a dit quelle est l'évaluation de ces trois conférences. Eh bien, la conférence, elle était nationale à la première et la deuxième édition, et à la troisième, elle est devenue internationale. Ça s'appelle l'évolution. C'est-à-dire, nous sommes mis à réfléchir. Ok, on était un petit groupe peut-être de 50 pour la première. À la deuxième, on était toujours national, mais on a eu une plus grande compréhension de la question et avec un plus grand nombre de personnes adhérant à la pensée. Et là, pour la troisième édition, nous avons l'opportunité d'avoir un procureur d'un pays qui quitte un pays très loin, qui vient pour réfléchir avec nous dans le même sens. Ça veut dire que l'évaluation, c'est que l'idée, le programme sur le projet prend du volume et de la santé. Déjà sur le plan de sa conception, sur le plan de sa compréhension. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc pour nous, le fait d'avoir reçu aujourd'hui Madame Sidonie Faure pour cette réflexion,
c'est déjà un résultat par rapport à comment le projet a commencé. Et pour tous les amis qui ont travaillé dans ça, je peux vous applaudir vous-même parce qu'on était ensemble depuis 2021 au bout de de Kinshasa. Tous les amis qui étaient avec nous depuis là jusqu'à aujourd'hui, applaudissez vous-même maintenant. Très fort quand même. Donc je pense que c'est ça. Et comme je disais en répondant à Madame l'avocat, M. Chris, nous n'allons jamais avoir, la même compréhension ou même la même application des solutions dans les sociétés. Ils ont une autre réalité, et même quand on parle de ça là-bas, chômage et tout ça, ils ne vont jamais dépasser les 30%. Ça veut dire, si vous regardez bien partout là, depuis qu'ils avaient commencé à avoir peur d'abord de l'Internet, ensuite de la robotique et tout ça, c'est rare que quelqu'un atteigne les 30% là-bas de chômage. Mais nous, c'est difficile que quelqu'un atteigne les 30% d'employabilité. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça ne sera jamais la même chose. Donc nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Pourquoi? Parce que nous sommes grands et beaucoup. Et notre façon de faire et la leur est différente. Donc au lieu de commencer à le calquer, voilà pourquoi il faut qu'on commence à réfléchir, travailler ensemble, Afrique Action, parce que l'objectif, ce n'est pas de copier, mais de nous adapter en notre façon et mode de vie et sécuriser. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Je vous prends un exemple très banal. Il y a des activités que vous voyez dans les coins des rues depuis 15-20 ans et qui sont restées, emploi informel. Vous connaissez une maman qui vend du pain au coin de l'avenue depuis 20 ans, elle n'a jamais changé de statut. Qui en connaît? Qui lève la main. Vous connaissez un cordonnier qui dit au coin de chez vous, qui travaille depuis 15-20 ans, il n'a jamais changé. Vous le connaissez, non? Tous ces emplois qui fonctionnent depuis 30 ans, qui restent emploi informel, c'est pourquoi et comment? Ça veut dire qu'à une certaine mesure, dans les sociétés là, dans les sociétés un peu organisées, ces formes-là d'emploi ont déjà trouvé des solutions, par exemple, en les formalisant ou en les sécurisant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on sécurise, par exemple, les emplois informels, on peut directement considérer la création des millions d'emplois en moins d'un mois. Imaginez qu'on sécurise l'emploi conduite de moto, qu'on appelle Wewa. Nous en avons à Kinshasa 8 millions. Oui, nous avons 8 millions de motos. Vous imaginez? Imaginez qu'on formalise ou on sécurise cet emploi-là. C'est-à-dire qu'on crée 8 millions d'emplois en un mois. C'est quelque chose qui ne sera jamais faisable en France, même si le robot vient, même si on donne Google à tout le monde, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire qu'il suffit de nous adapter en notre façon de faire, on peut arriver à la solution. Je pense que je vous ai plus ou moins répondu. Donc, le truc, c'est essayer de nous adapter selon notre réalité et faire les choses. Pas copier. Surtout pas copier ou faire comme les autres. Parce que si on va dans la logique, commencer à faire des métros et tout ça là, on va peut-être arriver à 2060, on n'a rien fait. Parce que regardez, depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, on a fait quoi? Je ne sais pas si vous comprenez. Nous n'avons rien fait. Nous sommes un peu adaptés à ceci, à cela, on a copié, mais nous n'avons vraiment rien fait des conséquences. On n'a rien fait. Vous comprenez? Donc il faut qu'on prenne conscience et qu'on se décide d'agir autrement. Merci. Je pensais qu'on allait mieux applaudir. Et là, après cette intervention magistrale de l'administrateur du réseau, je pensais vraiment qu'on allait applaudir pour l'administrateur. Merci beaucoup. Mesdames les journalistes. C'est le coordonnateur du réseau africain souverain. Nous avons administrateur. Nous avons assisté à la conférence internationale sur la question de la violence basée sur le genre.
Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette conférence qui a aussi tenu la participation de Madame Sidoni, qui est une grande dame dans ce sens? Déjà, le premier thème de base, ce n'est pas celui-là. Ça veut dire que vous n'avez pas reçu une bonne communication de nous. La conférence internationale Afrique Action, Symposium du travail et de l'entreprise, est un très grand programme qui a sa 3e édition. Chaque fois, nous avons eu l'habitude d'organiser cela au mois de mai. Et la première édition, c'était au mois de mai 2021 au Pullman Hotel de la Gombe. La 2e édition, c'était au mois de mai 2022 à l'hôtel Memling. Et la 3e édition, nous sommes aujourd'hui ici au mois de mai à l'hôtel Campo, toujours à la Gombe. Eh bien, notre thématique des bases, ou sinon notre pensée fondamentale, axée sur comment générer ou parvenir à générer 500 millions d'emplois en Afrique à l'horizon 2035. C'était presque une projection et une interrogation pour donner l'occasion à l'élite africaine, l'élite active et la grande communauté civile africaine, civile et technique d'ailleurs à la fois, de pouvoir s'apaisantir sur une prise de conscience ultime sur la question de l'emploi dans notre région, dans notre communauté qui est l'Afrique. L'Afrique est en situation de sous-emploi, disons ça comme ça, depuis les temps. Nous n'avons jamais, quand j'ai dit nous n'avons jamais, l'Afrique, ça veut dire que ce soit l'Afrique prise de manière collective ou l'Afrique prise de manière particulière, pays par pays, aucun pays de cette région-là n'a une seule fois, depuis le siècle dernier, même ce siècle, à dépasser la moitié, d'accord, en termes de pourvoyance d'emploi. La moitié du pourcentage en termes de pourvoyance d'emploi. Nous n'avons jamais atteint 50%. Jamais. Personne n'a jamais réalisé cela. Alors que nous sommes une communauté comme les autres. Donc c'est une question qui dérange et nous nous sommes décidés de voir la question de manière sérieuse. D'abord au Congo, les 2 éditions, nous avons fait ça nationalement pour voir la question de manière nationale. Et là, nous sommes passés au niveau international pour voir la question de manière globale et voir dans quelle manière, dans le cadre du programme Afrique Action, coordonner les actions avec les différents pays pour qu'on puisse avoir du résultat que nous attendons, le résultat qui peut apporter la différence. C'est ça en fait la pensée de base. Donc la thématique de base c'était celle-là. Le 500 millions d'emplois qui est signifié dans cette pensée, c'est simplement le chiffre qui est attendu si nous espérons atteindre la moitié, de 50% d'emplois en Afrique d'ici 2050. Ça veut dire d'ici 2035. Ça veut dire si nous pensons, nous en tant qu'Africains, être en mesure de pouvoir donner 50% d'emplois aux chômeurs, d'accord, en Afrique d'ici 2035, nous serons obligés d'être en mesure de créer 500 millions d'emplois d'ici 2035. 500 millions représentent la moitié du target total que nous sommes censés pouvoir d'ici 2035. Alors en RDC, qui est un pays riche sous-sol, sur son sous-sol, mais pauvre par sa population, là je parle du nombre de chômage qui est en RDC, plus de 30-40%. Est-ce que vous pensez que la RDC joue un grand rôle pour atteindre cet objectif? Rectificatif, la RDC n'a pas 30% de chômage. Je dis plus de 30. Même pas plus de 30, plus de la moitié, plus de 30, vous estimez que la RDC... Ça veut dire que la RDC n'a jamais atteint 30% de la capacité d'emploi pourvue. Jamais atteint 30%. Ça veut dire que vous devez dire nous sommes à plus de 70% du chômage dans le total. 30 et 70, c'est pas la même chose, c'est même pas voisin. Donc ça ne tient compte de rien. Et la RDC, comme les autres camarades de la région, je vous ai dit, depuis les siècles derniers, même jusqu'au ce siècle, il n'y a aucun camarade de l'Afrique qui a réussi à relever ce défi-là. Vous voyez? Et aujourd'hui, comme vous avez remarqué, il y a la présence de Madame Sidoni Flore Oué, magistrat au hiérarchie du Gabon et procureur de la République honoraire.
C'est-à-dire qu'elle a compris notre vision et elle a compris le besoin de pouvoir coordonner les activités ensemble dans le cadre d'Afrique Action. Et la deuxième problématique, ou sinon la deuxième réflexion de cette conférence internationale, c'était femmes face aux défis actuels. Et par rapport à cela, elle a eu à développer sur les violences faites à la femme qui représentent un frein pour le développement. Parce que l'emploi, la protection de l'environnement, tout ça, la valorisation et la prise en compte de la femme, toutes ces thématiques ont un seul point commun, ou sinon un dénominateur commun, qui est le développement. Nous devons accéder au développement. Nous devons faire en sorte de développer nos communautés et d'améliorer les conditions de vie de nos populations davantage. Donc c'est ça le dénominateur commun, ou sinon le point commun. Et nous pensons qu'avec avec cette visite et cette invitation importante et cet honneur que nous avons reçu de cette participation de Madame Sidonie, sera un levier dans la démarche que nous avons ouverte aujourd'hui, et nous espérons que dans le 365 jours à venir, nous allons avoir des résultats. Qu'est-ce que vous proposez? De manière théorique, les propositions, ce sont des résultats techniques ici de travaux précisément techniques. D'abord, actuellement, nous sommes au stade de la prise en compte de la question. Ça veut dire qu'il faut réveiller la conscience de tout le monde, essayer de tenir compte de la question. Et après, nous allons ouvrir un programme avec des ateliers pour élaborer un cahier des charges avec des recommandations claires pays par pays, et aussi avec un cahier des charges de suivi pour pouvoir suivre notre activité progressivement. Vous voulez dire